Adeptes de la grande toile, bonjour! Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de la filmographie à la fois ultra cohérente et parcourue de rupture de Michael Bay. Nous avons vu dans la première partie que le Bayem était toujours à l'œuvre, quel que soit le sujet, mais que ses films se construisaient parfois en réaction au précédent, comme le vulgarissime Bad Boys 2, qui succédait à une tentative complètement ratée de verser dans un cinéma plus académique. En 2013, Michael Bay va de nouveau surprendre son monde en sortant un petit film à 26 millions de dollars, juste après avoir enchaîné coup sur coup 3 épisodes de la méga franchise Transformers. Il faut savoir que cette idée de petit film le travaillait depuis un bon moment, puisqu'il a longtemps été attaché au projet Phone Booth. Finalement, c'est Joel Schumacher qui le portera à l'écran en 2002, Michael Bay préférant attendre quelques années avant de se lancer pour de bon dans ce qui constitue pour lui un véritable pari de réalisateur. People always say, oh, he can't do anything more than, a couple $100 million or 150 or whatever, and it's just to show people, yes, I can. Au-delà du défi de mise en scène, on peut aisément comprendre ce qui a attiré Michael Bay dans le scénario de Pain and Gain. Questionnement sur l'Amérique et ses mythes, le fric, le corps et la gagne, humour noir à tous les étages, et Miami en 1995, soit le décor et l'année de sortie de son premier film, Bad Boys. Et ouais, Michael Bay devient carrément méta. Bay et Pain and Gain, c'est la rencontre entre un auteur et son sujet. Une authentique réussite où la mise en scène hypertrophiée et fantasmatoire du bonhomme est pour une fois parfaitement raccord avec ce qu'il filme. Après cette véritable bouffée d'air frais dans son cinéma, il y avait de quoi être curieux sur la suite de sa carrière. L'annonce d'un nouveau Transformers, mais avec un casting entièrement renouvelé et son acteur principal de Pain and Gain laissait planer le doute. Mais au final, l'âge de l'extinction est bien la suite directe des 3 autres, avec encore plus de longueur, encore plus de personnages débiles et encore plus de placements de produits. The pill. Danger, security breach. Danger, security. Là où on aurait pu s'attendre à un nouveau départ plus intéressant façon Tony Scott, on peut se demander si Pain and Gain n'aura été finalement qu'une simple parenthèse avant un retour aux fondamentaux bayens. Nous aurons peut-être bientôt la réponse avec son prochain film, mais n'empêche que Michael Bay est le réalisateur de toutes les contradictions. Essayons de résumer. C'est donc un auteur, mais c'est aussi un faiseur de produits ultra calibrés. Il est capable de se montrer limite cucul à praline, avant de verser sans prévenir dans la plus parfaite vulgarité. Il est clairement ultra compétent techniquement, mais en même temps complètement analphabète pour ce qui est du découpage ou de la gestion de l'espace. C'est un des premiers noms qui vient en tête quand on pense film d'action, mais les scènes d'action sont bizarrement ce qu'il y a de moins intéressant dans son cinéma. On ne se souvient pas de ces films pour elle, mais pour les idées débiles qu'elles contiennent, et éventuellement quelques plans bien pensés ou qui flattent la rétine. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que ces contradictions finissent au bout d'un moment par devenir les nôtres. Malgré les tares de son cinéma qui ne semblent pas disparaître avec les années, malgré son entêtement à aller toujours plus loin dans ce qu'on lui reproche, notamment sur la série des Transformers, à chaque nouvelle sortie, combien parmi nous sont dans la salle dès le premier jour, répondant présent sur la seule base de son nom, et sachant pertinemment qu'on va se faire du mal et finir la séance avec une migraine carabinée. Plus encore, il semblerait que le cinéma de Michael Bay soit devenu une source d'inspiration pour ses collègues réalisateurs. Quand il a sorti son Battleship en 2012, Peter Berg aurait sûrement bien aimé bénéficier de la même bienveillance de la part des amateurs de Pam Pam Boom Boom. I decided I wanted to try and make a super movie, so I hope that we've succeeded because we've spent super money on this movie. Manque de peau pour lui, ses efforts pour rendre une copie quasi conforme à n'importe quel épisode de Transformers n'a pas empêché son film de se bananer bien comme il faut au box-office. Comme quoi, faire du Michael Bay n'est pas à la portée du premier Gugus venu. Aucun cynisme en revanche du côté du trio Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost, qui s'amusent à transposer tous les codes du buddy movie américain dans le cadre inédit de la paisible campagne anglaise, et n'hésite pas à citer fièrement Bad Boys 2 comme modèle du genre. By the power of Grayskull. Point Break or Bad Boys 2?
Which one do you think I prefer? No, I mean, which one do you want to watch first? À mi-chemin entre les deux démarches, Trey Parker et Matt Stone se livrent en 2004, avec leur film de marionnettes Team America War Police, à un détournement géant et proprement jouissif des films de Michael Bay. Tous les principaux motifs de son cinéma sont revus et corrigés sous un angle parodique. La destruction à grande échelle, la fascination pour l'Amérique vue comme source de tous les fantasmes, le mélange d'humour vulgarité proposé cette fois au sein d'une seule et même scène. Et certaines punchlines sont carrément reprises au mot près. Rioting, mass religious hysteria, total chaos, you can imagine. Basically the worst parts of the Bible. It would be 9/11 times 100. 9/11 times 100? Jesus, that's... Yes, 91,100. basically all the worst parts of the Bible. Sans parler de la musique, savoureux décalque du style zimérien par un de ses anciens disciples. Les deux garnements de ce Spark se révèlent même tellement doués dans l'exercice qu'ils nous balancent le climax de Transformers 2 avec 5 ans d'avance. N'empêche que quand on sort du film, on se demande si le but recherché était de se foutre ouvertement de la gueule de Michael Bay ou de lui rendre un hommage ému. Si vous en doutez, rappelons quand même que le fameux Pearl Harbor Sucks est une chanson triste. Bref, au bout de 20 ans, Michael Bay reste et demeure une énigme, à l'image de son acteur principal de The Rock, Nicolas Cage. He's a complex performer. He'll give you The Rock, Con Air, then Face Off, and you think you understand. But then Wind Talkers, Guarding Test, The Wicker Man, he begs you to stop watching, but you can't. Michael Bay fait-il du Michael Bay parce qu'il ne sait faire que ça, ou parce qu'il pense que c'est ce qu'on attend de lui? Est-il sincère ou est-il cynique? Est-il un génie ou un idiot? À moins qu'il ne soit les deux à la fois. En fait, s'il y a une phrase qui pourrait plutôt bien résumer le cinéma de Michael Bay, c'est la célèbre tirade de la scène 5 de l'acte 5 de Macbeth. C'est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui n'a aucun sens. Voilà peut-être l'explication sur le divorce entre la critique et le public sur le cas particulier de Michael Bay. La critique, toujours en quête de sens, n'en trouve pas chez lui, parce qu'il n'y en a pas. Michael se fiche comme d'une guigne des scénarios de ses films, même s'il a fallu dans certains cas recruter jusqu'à 15 auteurs mercenaires, dont, excusez du peu, Quentin Tarantino, Aaron Sorkin et J.J. Abrams. Ces histoires sont blindées de clichés, d'incohérences et d'invraisemblances. Rien à cirer, car ce qui compte, c'est le bruit et la fureur. Ce qui compte, c'est l'énergie, c'est la démesure, c'est d'être awesome. Genius. Hi, I'm Michael Bay, director of Hollywood hits such as Transformers, and I demand things to be awesome. Awesome Pussycat. Awesome barbecue. Awesome pool. Et c'est précisément ce que le public vient chercher dans ses films, pour le meilleur et pour le pire. Sa volonté de foutre en l'air un siècle de règles cinématographiques pousse souvent ses détracteurs à comparer ironiquement son cinéma à de l'art abstrait. Il est vrai que certaines scènes de la série des Transformers semblent tout droit sorties d'un tableau de Kandinsky. Pourtant, inconsciemment, la démarche de Michael Bay ressemble bel et bien à celle de certains artistes cubistes. Il fragmente, analyse et réassemble l'objet qu'il souhaite représenter pour en réaliser un portrait totalement surréaliste, à l'instar de la vision stéréotypée des pays du monde entier, les États-Unis inclus. Bon, il faut tout de même relativiser ce rapprochement avec l'art contemporain. Après tout, même un gros tâcheron comme Rob Cohen se revendique du cubisme. In XXX, I did have a new editing philosophy. I had been interested in cubism all my life. And the way we would cut it, you would feel that you were going around the event in pieces. Pourtant, sous ses airs d'artificier gonzo, Michael Bay ne pense pas en termes d'histoire, de dramaturgie, de réalisme ou de message à faire passer à l'audience, mais en termes d'image et de son, de stimuli et de sensations. Il faut savoir que sur ces 11 films, seul Pain & Gain s'inspire d'une source littéraire, à savoir des articles de journaux. Tous ces autres films sont à peu près des œuvres originales. Ce qui fait encore de Michael Bay un cas à part dans le Hollywood actuel, où à peu près 80% des films sont des adaptations de romans ou de comics. Le cinéma de Michael Bay ne doit rien à la littérature. Aussi déviant soit-il, son cinéma est du pur cinéma. Car Michael Bay a beau être un artisan au service du chaos, il tente néanmoins de raconter des choses par des moyens 100% cinématographiques. La scène d'ouverture de The Rock en est un bon exemple. Dans ce montage de 2 minutes, destiné à présenter le méchant du film et ses motivations, toutes les informations passent en fait par des bribes de dialogue en off et des plans plus ou moins symboliques. Quand on y réfléchit, cette scène a plus à voir avec les théories du montage expressif russe, Eisenstein, Kuleshov et compagnie, qu'avec la tradition narrative hollywoodienne. Et c'est vrai qu'elle fonctionne plutôt vachement bien. À tel point que quand le méchant réexplique ses motivations 20 minutes plus tard dans une scène d'exposition nettement plus conventionnelle,
eh ben on a un sentiment de redite et on s'ennuie ferme, malgré l'intensité du jeu de Ed Harris. By your 9th birthday, I was running Black Ops into China. My men were... Derrière la vulgarité crasse de Michael Bay, derrière son montage épileptique et sa grammaire limitée, se cachent donc parfois de vraies intentions de cinéma et une authentique croyance dans le pouvoir de l'image. C'est peut-être ça, au fond, qui le rend unique au milieu de tous les tâcherons qui pullulent dans le petit monde du blockbuster estival. Et c'est peut-être également pour ça que James Cameron et Steven Spielberg l'ont autant à la bonne. Et puis nous aussi, tant qu'à faire, parce que, osons enfin l'avouer, on l'aime bien le Michael Bay. Hold those. What is that? What? I wear them when I'm in a funk. Même si c'est pas facile tous les jours.